Mon beau-fils a glissé de la lavande dans mes produits de douche et a éclaté de rire quand j'ai fait une allergie, tandis que son père m'a reproché d'en faire tout un drame. J'ai tenté de me défendre, mais il s'est contenté de ricaner en lançant « Ne fais pas comme si tu étais une victime ». Je l'ai fixé sans dire un mot. C'était il y a 2 mois. Hier soir, il m'a appelé 34 fois en sanglots. Quand j'ai épousé mon mari, je pensais sincèrement pouvoir être une belle-mère géniale pour son fils de 17 ans, Jared. Mais après l'avoir rencontré, j'ai vite déchanté. Ses premiers mots à mon égard ont été « T'es juste une briseuse de ménage ratée ». Autant dire que le ton était donné. Honnêtement, ne pas être proche de lui ne m'aurait pas dérangé, tant qu'il restait courtois. Mais il n'en a rien été, bien au contraire. Il a multiplié les insultes, parfois racistes, et n'a jamais hésité à lever la main sur moi. Dans la maison, il me donne des ordres à tout va, s'attendant à ce que je réponde au doigt et à l'œil comme si j'étais à son service. Il y a quelques semaines, il m'a demandé d'aller lui chercher un burger en voiture, puis il a claqué des mains comme si j'étais son domestique. Mon mari a trouvé ça très amusant. Il m'a même balancé les clés de la voiture. Et voilà le vrai problème. Mon mari prend systématiquement la défense de Jared. Les insultes racistes, des blagues, les ordres, c'est normal, il est ado. Et quand Jared me tape sur la tempe ou me donne une claque sur les fesses, c'est pour s'amuser. Ce niveau de maltraitance et la complicité de mon mari sont devenus insupportables, si bien que j'ai décidé de divorcer. Mais pas avant d'avoir réglé mes comptes avec Jared. Il faut comprendre qu'un événement a vraiment tout fait basculer. Il y a quelques semaines, on était à table et Jared a évoqué son exclusion du lycée pour des raisons bidons. Son père lui a demandé de quoi il s'agissait et Jared a avoué qu'il avait harcelé un élève moins favorisé. Je suis restée bouche bée. Je lui ai demandé s'il l'avait vraiment harcelé. Il a répondu « Bien sûr que non, je le frappe même pas. Je fais juste des blagues sur ses fringues et tout. C'est pas ma faute s'il est pauvre et susceptible. » J'ai failli intervenir mais son père m'a coupé. Sérieusement? Il t'emmerde pour des vannes sur un pauvre môme moche? L'école, c'est plus ce que c'était. Ils sont trop fragiles maintenant. Faudrait les endurcir. J'étais sidérée. J'aurais voulu me taire mais j'ai craqué. C'est marrant de parler d'endurcir les gosses alors que Jared est le gamin le plus pourri gâté que j'ai jamais vu. Mon mari m'a fusillé du regard et Jared a hurlé « Tu viens de dire quoi là ?» La dispute a éclaté, ça a dégénéré et Jared a fini par renverser sa chaise avant de quitter la table. C'est moi qui ai pris les reproches ensuite, évidemment. Là, j'ai compris que c'en était trop et j'ai commencé à chercher un avocat. Mais il s'est passé un truc qui, même s'il m'a conforté dans ma décision de divorcer, m'a aussi donné envie de prendre ma revanche. Je suis allergique à la lavande, au moindre contact ma peau réagit, boutons, plaques. C'est l'enfer pendant des semaines. Le lendemain de notre dispute, je vais prendre ma douche. Au début, tout va bien, puis ça commence à me démanger. La douleur monte, je dois sortir en vitesse et à peine je me sèche que les plaques apparaissent. J'ai vite compris, à la réaction de ma peau, mais je ne comprenais pas ce que la lavande faisait dans mon gel douche. J'examine la bouteille, rien d'anormal. Je me renseigne, pas de traces de lavande non plus. Je retourne dans ma chambre, perplexe, et là, je remarque que la porte de Jared est entrouverte et qu'il y a quelque chose de violet sur sa table. En m'approchant, je réalise que c'est de la lavande séchée, posée bien en évidence, comme un trophée. Il voulait que je comprenne. Il se moquait de moi. À cet instant précis, ce qu'il restait de mon mariage s'est éteint. J'aurais pu confronter tout le monde, mais quand ils sont rentrés, je n'ai rien dit. En fait, je n'avais même pas prévu de réagir, jusqu'à ce que Jared, avec son petit sourire narquois, me lance « Alors, pourquoi tu portes des manches longues? Tu t'es fait des plaques. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais cette pique a tout déclenché. J'ai décidé de ne pas partir sans laisser une trace. » Jared, lui, est intolérant au lactose, et comme il voulait jouer avec les allergies, j'ai décidé de m'y mettre aussi. Depuis ce jour, je mets discrètement des produits laitiers dans ses repas. Fini les déjeuners sans lactose. Maintenant, il y a du fromage dans ses sandwichs, du beurre dans ses plats, et même un peu de lait dans son petit-déj. Résultat, il passe son temps aux toilettes. Il a la nausée. Il flippe complètement, et commence même à ne plus vouloir manger, persuadé que son corps le lâche. Ni lui ni son père ne se doutent de rien. Et j'ai même surpris une dispute la semaine dernière à propos de la consommation de papier toilette. Seulement, au bout de quelques jours, ils ont fini par aller chez le médecin, et là j'ai commencé à stresser. David et Jared sont partis l'après-midi, et moi, je tournais en rond à la maison, le cœur serré, en vérifiant mon téléphone toutes les 5 minutes. Ils ont mis une éternité à rentrer. Je me faisais toute une montagne. Je les imaginais en train de raconter au médecin que quelqu'un trafiquait la bouffe de Jared. Je me répétais déjà des excuses, j'imaginais tous les scénarios possibles, du retour avec la police à David qui me jetterait à la porte. Quand j'ai entendu la porte du garage, je me suis vite installée avec un livre, essayant de faire comme si de rien n'était. Ils sont entrés, l'air fermé. J'avais le cœur qui battait la chamade. David m'a regardé d'un air suspicieux, Jared m'a lancé un regard noir. Il s'avère quelque chose, c'était évident. Mais au lieu de me confronter, ils sont allés dans la cuisine pour chuchoter. L'ambiance était électrique, on aurait dit l'attente avant un orage. Je faisais mine de lire tout en essayant de capter leur conversation. J'ai entendu des morceaux comme « ça pourrait être »,« vérifier la nourriture » ou encore « la surveiller ». J'ai senti mon estomac se nouer. Ils se doutèrent de quelque chose, mais ils n'avaient pas encore de preuves et comptèrent bien me coincer la main dans le sac. J'ai compris qu'il allait falloir que je me montre plus prudente, voire que j'arrête avant que la situation ne m'échappe complètement. Là, j'écris pendant qu'ils dorment tous les deux. Le médecin a prescrit des médicaments à Jared et lui a demandé de tenir un carnet alimentaire. Si ça ne s'améliore pas,
Ils veulent faire d'autres examens la semaine prochaine. Je sais très bien que je devrais arrêter. Toute cette histoire de vengeance est ridicule et immature. Pourtant, une partie de moi a envie de continuer, juste pour que Jared ressente ce que c'est de ne pas se sentir à sa place chez soi. Demain matin, il faudra que je tranche. Est-ce que j'arrête tout en espérant qu'il ne découvre jamais le pot aux roses, ou est-ce que je poursuis en risquant de me faire prendre? Quoi qu'il arrive, je continue à chercher des avocats spécialisés en divorce. Ce mariage était une erreur dès le début. J'avais juste sous-estimé à quel point la situation pouvait devenir insupportable. Mise à jour, il est 6 heures du matin. Je viens de surprendre David en train de rôder dans la cuisine, scrutant le frigo et les placards, inspectant tous les produits sans lactose comme s'il cherchait un indice de sabotage. Il m'a presque vu en train de l'épier depuis le couloir. J'ai filé me cacher dans la salle de bain. Si je choisis de continuer, il va falloir que je sois plus maligne pour planquer mes armes lactées. Je me sens complètement tiraillée. D'un côté, ce que je fais est inacceptable. De l'autre, ils ont toujours été infects avec moi et personne ne prend jamais ma défense. La famille de David le croit irréprochable. La mienne est à l'autre bout du pays. Je n'ai personne à qui me confier ici. Peut-être que le seul moyen pour que Jared comprenne, c'est de lui faire vivre un léger inconfort, avant que je parte pour de bon. L'avocate que j'ai contactée le 7 avril a un créneau dans 15 jours. Je vais le prendre. En attendant, il faut que je décide quoi faire avec toute cette histoire de produits laitiers. Peut-être que je vais marquer une pause de quelques jours pour leur faire croire à une fausse piste, puis reprendre une fois qu'ils seront moins méfiants. Ou alors, je devrais simplement me focaliser sur mon départ au plus vite de cette maison toxique. Jamais je n'aurais cru en arriver là. Avant, je me voyais comme quelqu'un de bien, de conciliant. Aujourd'hui, je m'étonne moi-même à glisser du lait dans la nourriture d'un ado, juste par esprit de revanche. Ce n'est pas la personne que je veux devenir. Mais à force de vivre dans un tel climat de mépris, on change. Je ne cherche pas à me donner bonne conscience. Je sais que ce n'est pas correct. J'essaie juste de tenir le coup jusqu'à ce que je puisse enfin mettre les voiles et tourner la page de ce mariage cauchemardesque. Je suis retournée dans la cuisine vérifier que David n'y traînait plus. Rien à signaler. Ce qui me fait froid dans le dos, c'est de voir à quel point je me suis mise à agir comme une intruse dans ma propre maison. Quand j'ai dit oui, il y a 2 ans, jamais je n'aurais imaginé finir planquée dans la salle de bain à 6 heures du matin, le cœur battant parce que mon mari était à 2 doigts de me surprendre en train de l'espionner, alors qu'il me surveillait lui aussi. Quelle histoire! Ce matin, j'ai décidé d'être discrète. Pas de produits laitiers dans le petit déjeuner de Jared. J'ai préparé ses tartines à l'avocat avec son fromage sans lactose habituel, en prenant bien soin d'utiliser les bons produits. Jared ne m'a pas lâché des yeux, campé dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Je sentais son regard peser dans mon dos. « Tu te sens mieux aujourd'hui ?» ai-je tenté, essayant d'avoir l'air sincère. Il s'est contenté de grogner et a attrapé son assiette, l'a examiné sous toutes les coutures avant de prendre une petite bouchée. Comme il n'a pas eu mal au ventre tout de suite, il s'est un peu détendu et a continué à manger, mais la méfiance était palpable. Il n'est pas prêt de relâcher sa vigilance. David est arrivé peu après, a embrassé Jared sur la tête et m'a royalement ignoré. Ils se sont dit quelque chose à voix basse. Je n'ai pas compris. Ce traitement du silence, c'est nouveau. D'habitude, David faisait mine que tout allait bien, même après nos pires disputes. Cette froideur délibérée, c'est une autre histoire. Après leur départ, Jared à l'école et David au boulot, j'ai fouillé la maison pour vérifier s'il n'avait déjà pas mis de piège pour me coincer, caméra, système de sécurité sur le frigo, rien de nouveau à l'horizon. Pourtant, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment qu'il tramait quelque chose. J'ai même vérifié mon téléphone, paranoïaque à l'idée qu'il surveillant mes recherches sur les avocats. L'après-midi, j'ai reçu un message de David m'annonçant qu'il rentrerait plus tard, à cause d'un rendez-vous chez le gastro-entérologue. Première nouvelle, il ne m'avait jamais parlé d'un deuxième rendez-vous aussi rapidement. L'angoisse est remontée d'un cran. Et si le médecin avait déjà fait le lien avec les produits laitiers? J'ai passé l'après-midi à faire le ménage frénétiquement, tout en répétant mentalement ma version des faits. Quand ils sont rentrés vers 19h, Jared est monté direct dans sa chambre sans un mot. David, lui, est resté dans la cuisine pendant que je préparais le dîner, adossé au plan de travail, à me fixer d'un air presque intimidant pendant que je coupais les légumes. Le médecin pense que Jared a peut-être développé de nouvelles intolérances alimentaires, m'a-t-il dit d'un ton faussement détaché. Il a recommandé de tenir un journal alimentaire détaillé et d'installer peut-être une caméra dans la cuisine pour voir ce qui pourrait déclencher ces crises. J'ai failli me couper. Mon couteau a glissé. Une caméra? Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? David a haussé les épaules. Si ça permet à Jared d'aller mieux, rien n'est trop extrême. Tu n'es pas d'accord? La menace était assez claire. Je voyais bien qu'il resserrait l'étau. J'ai acquiescé, un peu sonné, et j'ai continué à couper mes légumes, les mains tremblantes. Si je poursuis ma petite vengeance laitière, impossible d'échapper à une caméra. Les règles du jeu venaient de changer. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à écouter David ronfler à côté de moi. Notre mariage s'est dégradé à une vitesse inimaginable. Je repensais à notre lune de miel à Maui l'été dernier. À quel point il avait pu être attentionné et tendre. Quand tout avait-il vraiment basculé? Est-ce que ça s'était fait insidieusement? Ou bien portait-il un masque depuis le début? Je savais que je devais accélérer mon plan de fuite. Cette maison était devenue un véritable terrain miné psychologique, et j'avais la désagréable impression d'être seule contre tous. Le lendemain matin, en consultant notre compte commun, j'ai découvert avec stupeur que David avait retiré une grosse somme la veille.
Près de 5 000 € en volée. J'ai tenté d'aborder le sujet l'air de rien au petit déjeuner, mais il a balayé ma remarque d'un revers de main. J'avais juste besoin de liquide pour les soins médicaux de Jared. Pourquoi tu me surveilles en maintenant? J'ai immédiatement fait marche arrière, mais intérieurement, toutes les alarmes se sont déclenchées. Est-ce qu'il commençait déjà à cacher de l'argent en vue du divorce? J'ai pris note d'en parler à l'avocate lors de notre prochain rendez-vous. Il fallait absolument que je protège le peu d'indépendance financière qu'il me restait. Cette grande maison coloniale sur 3 étages, autrefois synonyme de réussite, me donnait désormais l'impression d'être en prison. Chaque marche qui grinçait, chaque porte qui claquait me mettait les nerfs à vif. La cuisine spacieuse, avec ses plans de travail en granit et ses appareils en inox, n'était plus mon havre de paix, mais un lieu de surveillance permanente où j'avais l'impression d'être épiée à chaque mouvement. Même la chambre parentale, avec ses fenêtres en baie et sa salle de bain attenante, ne ressemblait plus à un refuge, surtout depuis que je devais enfermer mes affaires de toilette par peur qu'on y touche. Les jours suivants ont suivi la même mécanique. Étrangement, les douleurs de ventre de Jared se sont envolées dès que j'ai supprimé les produits laitiers de ses repas. Mais la suspicion restait palpable. Je les surprenais souvent en train de chuchoter, et tout s'arrêtait dès que j'entrais dans la pièce. L'atmosphère était devenue irrespirable. Le jeudi 12 avril, en rentrant des courses, j'ai surpris Jared en train de fouiller dans mes affaires de toilette. Il a sursauté, reposant précipitamment ma crème hydratante. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, tentant de masquer mon agitation. « Je cherchais de l'aspirine », a-t-il marmonné en se faufilant dans le couloir. Aussitôt, j'ai inspecté mes produits un à la recherche de la moindre odeur suspecte, de lavande ou d'autres substances allergènes. Tout paraissait normal, mais son attitude ne trompait pas. Il préparait sa contre-attaque. Ce soir-là, j'ai rassemblé tous mes essentiels de toilette dans une valise verrouillée que j'ai emportée discrètement au travail le lendemain, la rangeant dans le tiroir de mon bureau. Mieux vaut prévenir que guérir. Le week-end a réservé son lot de surprises. Samedi matin, David a annoncé que ses parents viendraient dîner. Je n'avais pas revu Robert et Linda depuis Noël, et leur politesse froide ne m'avait jamais vraiment mise à l'aise. David, fidèle à lui-même, ne m'avait rien dit de leur visite, ce qui n'était guère étonnant vu l'état de nos communications. J'ai passé la journée à briquer la maison et à cuisiner, l'angoisse montant à mesure que l'heure approchait. À 18h, la sonnette a retenti. J'ai pris sur moi pour afficher un sourire de façade et ouvrir la porte. Robert et Linda étaient là, sourire crispé, leur regard glacial. Derrière eux se tenait une femme d'une 50aine d'années que je n'avais jamais rencontrée. « Voici le docteur Karen Mills », a lancé Linda en entrant. C'est une amie de la famille et une excellente psychiatre. Nous avons pensé qu'elle pourrait se joindre à nous pour le dîner. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un simple dîner de famille, c'était clairement une intervention déguisée. Ils avaient fait venir une psychiatre pour m'évaluer, sans même m'en informer. J'ai cherché le regard de David, qui l'a aussitôt fui, tandis que Jared m'observait depuis l'escalier, un sourire narquois aux lèvres. Tout avait été orchestré dans mon dos. La salle à manger, d'ordinaire réservée aux grandes occasions avec son lustre imposant et sa longue table en bois sombre, devenait le théâtre de cette mascarade. Les photos de famille accrochées au mur bordeaux rappelaient cruellement que je restais une étrangère dans ce qui aurait dû être mon foyer. Le repas a été une épreuve. Le Dr Mills posait des questions en apparence anodines sur mon enfance, mes parents, de possibles antécédents émotionnels, tandis que tous me scrutaient comme si j'étais une bombe à retardement. Je répondais poliment, mais le plus brièvement possible, tentant de garder contenance alors que je bouillonnais intérieurement. Le coup de grâce est venu lorsque Linda a suggéré, d'un ton mielleux, que parfois, les belles-mères pouvaient se sentir menacées par leurs beaux enfants et développer des comportements préoccupants. Elle a lancé un regard appuyé au Dr Mills, qui a hoché la tête avec gravité. Ils étaient en train de monter un dossier pour me faire passer pour instable. Je me suis éclipsée sous prétexte de vérifier le dessert, mais c'était surtout pour m'isoler et souffler. Mes mains tremblaient, tandis que je m'agrippais au plan de travail. David m'a rejointe et a fermé la porte derrière lui. « C'est quoi cette mascarade ?» ai-je chuchoté, furieuse. « On s'inquiète pour toi », a-t-il répondu, faussement compatissant. « Tu n'es plus toi-même ces derniers temps. Maman a pensé que le Dr Mills pourrait nous aider à y voir plus clair. »« Ah oui ? Sur quoi ? Sur le fait que ton fils ait mis des allergènes dans mes affaires sans que tu lèves le petit doigt ? Ou que vous me traitiez tous les deux comme une domestique ?» Il a poussé un long soupir théâtral. « Tu vois, c'est exactement ce dont on parlait. Tes délires, tes accusations ? Jared ne ferait jamais une chose pareille. Peut-être devrais-tu apprendre à gérer tes émotions autrement. » Là, j'ai compris leur plan. Me faire passer pour déséquilibré afin que tout ce que je pourrais dire sur leur comportement soit immédiatement discrédité comme de la paranoïa. Si je parlais de divorce ou de maltraitance, ils prétendraient que j'étais instable, sournois et terrifiant. J'ai tenu jusqu'au dessert, puis je me suis éclipsée en prétextant une migraine, pour aller pleurer en silence dans la salle de bain d'amis. Il me fallait des preuves, des soutiens. Je devais partir avant qu'ils n'anéantissent totalement ma crédibilité, voire ma santé mentale. Le dimanche matin, je me suis rendue dans une boutique d'électronique et j'ai acheté une petite caméra,
payé en liquide pour que rien n'apparaisse sur le compte commun. Je l'ai installé discrètement dans notre chambre, caché parmi mes livres sur l'étagère. Si jamais Jared recommençait à fouiller dans mes affaires, cette fois, j'aurais des preuves. Les jours qui ont suivi, je consultais les enregistrements dès que j'avais un instant de répit. Au bout de 3 jours, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. La caméra montrait Jared entrant dans notre chambre alors que nous étions absents, tous les deux au travail. Sans hésiter, il s'est dirigé vers ma table de chevet, a fouillé dans les tiroirs et s'est mis à examiner mes affaires personnelles. Ensuite, il est passé dans la salle de bain, où il a passé de longues minutes à manipuler mes médicaments sur ordonnance. Je ne voyais pas précisément ce qu'il faisait, mais il était clair qu'il cherchait à modifier quelque chose. J'ai aussitôt compté mes comprimés, et plusieurs cachets de mon traitement contre l'anxiété manquaient. Là, ce n'était plus simplement de la vengeance mesquine. C'était dangereux. Toucher à des médicaments prescrits pouvait avoir de lourdes conséquences. Par précaution, j'ai mis le reste de mes comprimés dans une petite boîte à clés que je gardais désormais sur moi. Ce soir-là, j'ai remarqué un détail étrange dans mon assiette. La sauce de mes pâtes avait une texture différente de celle de David et Jared. J'ai fait mine de manger, remuant la nourriture dans mon assiette, puis je me suis éclipsée pour tout jeter discrètement à la poubelle de la salle de bain, bien cachée sous des mouchoirs. Impossible de prouver qu'on y avait touché, mais je ne voulais plus prendre aucun risque. Le lendemain matin, j'ai découvert plusieurs appels en absence d'amis et de membres de ma famille. Intriguée, j'ai jeté un œil sur les réseaux sociaux et l'angoisse m'a noué l'estomac. Quelqu'un avait créé un faux compte à mon nom, utilisant mes photos, et s'était amusé toute la nuit à poster des messages de plus en plus incohérents et inquiétants. Entre théories du complot farfelu, menaces à peine voilées et propos troublants sur ma santé mentale, les publications étaient alarmantes. Plusieurs amis m'avaient écrit pour savoir si tout allait bien. Ma mère m'avait laissé 3 messages vocaux, la voix chargée d'inquiétude. J'ai immédiatement signalé le faux compte et prévenu tout le monde que j'avais été piratée. Mais le mal était déjà fait. Ces messages avaient circulé et ont m'y associé. Quand j'ai montré le faux profil à David, il a pris un air grave, puis m'a suggéré que j'avais peut-être créé ce compte moi-même lors d'un épisode dissociatif, sans m'en souvenir. La désinvolture avec laquelle il lançait cette hypothèse, comme si c'était crédible, m'a ouvert les yeux sur l'ampleur de leur volonté de me discréditer. Je n'ai pas créé ce compte, ai-je affirmé, et je pense que tu sais très bien qui est derrière tout ça. Il a soupiré lourdement. Tu vois, c'est exactement ce qui inquiète mes parents. Ce genre d'accusation paranoïaque n'est pas sain. On devrait peut-être prendre rendez-vous avec le Dr Mills. J'ai préféré partir plutôt que de continuer cette conversation stérile. Il était clair que dialoguer ne servait à rien. À la place, je suis allée travailler et j'ai appelé, depuis mon bureau, l'avocate spécialisée en divorce pour avancer mon rendez-vous au lendemain. Je ne pouvais plus attendre. Ce soir-là, Jared a invité un ami à dîner. Une première. Son copain Thomas n'a pas arrêté de me lancer des regards étranges tout au long du repas. Je l'ai surpris à chuchoter plusieurs fois à Jared, tous deux m'observant en coin. Après le dîner, j'ai entendu Thomas demander à Jared « Elle est vraiment aussi barrée que tu dis ?» avant qu'il ne remarque ma présence et ne se taise aussitôt. Apprendre que Jared colportait des rumeurs à mon sujet auprès de ses amis m'a fait très mal. Leur campagne de dénigrement dépassait désormais le cadre familial. Je me suis réfugiée dans ma chambre plutôt que d'habitude, notant soigneusement chaque détail dans un journal que je cachais au travail. Les preuves s'accumulaient, mais je me sentais de plus en plus piégée et isolée. Le rendez-vous du lendemain avec l'avocate m'a à la fois rassurée et fait peur. Jordan, une femme énergique d'une 50aine d'années au regard perçant, a écouté mon histoire sans jamais me juger, notant chaque information et posant des questions précises. Quand j'ai eu terminé, elle s'est penchée vers moi, l'air grave. Ce que vous me décrivez ressemble beaucoup à une campagne organisée d'abus émotionnels et de manipulation psychologique, m'a-t-elle confié. Malheureusement, ce n'est pas rare dans les divorces conflictuels. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons prendre des mesures pour vous protéger. Le plus compliqué, c'est qu'il commence déjà à vous faire passer pour quelqu'un d'instable, ce qui va compliquer la suite. Elle m'a conseillé de tout consigner par écrit, de sécuriser mes finances au maximum et même d'envisager de partir plus tôt que prévu. Elle m'a aussi suggéré de consulter un psychologue, non pas parce que j'en avais besoin, mais pour constituer un dossier prouvant ma stabilité mentale, au cas où ils tenteraient de retourner la situation contre moi devant le juge. En quittant son cabinet, je me sentais à la fois soulagée et accablée. J'avais enfin un plan, mais la route serait longue et semée d'embûches. Je devais être très prudente dans mes prochaines décisions. De retour à la maison ce soir-là, j'ai tout de suite remarqué que mon journal n'était pas exactement là où je l'avais laissé dans le tiroir de mon bureau. Je le rangeais toujours avec la tranche à droite, et il était maintenant tourné vers la gauche. Quelqu'un avait encore fouillé dans mes affaires. Heureusement, j'avais pris l'habitude de garder le vrai journal au travail, ne laissant à la maison qu'un faux carnet rempli de notes anodines sur le quotidien et de plaintes volontairement insipides sur la vie de couple. Le lendemain, un nouvel incident a eu lieu. J'ai reçu un mail du principal du collège de Jared, sollicitant une rencontre avec les 2 parents à propos d'une situation en cours. David ne m'avait rien dit concernant des soucis à l'école, ce qui ne m'a pas vraiment étonnée vu l'ambiance entre nous. J'ai transféré le mail à David avec un simple « Tu étais au courant ?» Il a répondu aussitôt « Je gère, ne t'en mêle pas ». J'ai choisi d'ignorer sa consigne et ai répondu au principal que je viendrais moi aussi. Je soupçonnais que cela concernait le harcèlement dont Jared était accusé et je voulais entendre la version de l'école. Si David et Jared cherchaient à me discréditer, il me fallait des témoins extérieurs pour constater leur comportement. La réunion était fixée au vendredi après-midi.
J'ai organisé mon départ anticipé du travail sans prévenir David. Quand je suis arrivée au collège, il était déjà là, visiblement surpris et contrarié de me voir débarquer. Le principal, M. Thompson, nous a accueillis dans son bureau où la conseillère d'orientation, Mme Rodriguez, nous attendait déjà. Merci à tous les deux d'être venus, a entamé M. Thompson. Nous étions réunis pour discuter une fois de plus du comportement de Jared, qui posait de sérieux problèmes. Malgré sa précédente exclusion temporaire, de nouvelles plaintes pour harcèlement étaient remontées, visant cette fois plusieurs élèves issus de familles modestes. Dès les premiers mots, David a pris la mouche, accusant l'école de s'acharner sans raison sur son fils. Je me suis abstenue de tout commentaire, attentive à cette réaction de déni qu'il avait à chaque fois. Madame Rodriguez est intervenue, posée mais déterminée. Plusieurs témoignages concordent, Monsieur Sanders, et pour être honnête, on observe une aggravation du comportement de Jared. Le dernier épisode concerne des photos truquées qu'il a diffusées, accompagnées de propos méprisants sur la situation financière d'un camarade. Plus la réunion avançait, plus je voyais David perdre son calme. Lorsque M. Thompson a évoqué une possible exclusion définitive si Jared persistait, David s'est emporté, reprochant à l'établissement d'exagérer pour de simples histoires d'ados. J'ai alors décidé d'intervenir. Je suis désolée pour la réaction de mon mari. Nous prenons la situation très au sérieux, et nous ferons tout pour que Jared comprenne la portée de ses actes. David m'a foudroyé du regard, mais j'ai poursuivi. Auriez-vous des conseils précis à nous donner pour essayer d'améliorer les choses à la maison? La réunion a duré encore une bonne demi-heure, le principal et la conseillère détaillant ce qu'ils attendèrent de nous et les sanctions possibles. Pendant tout ce temps, David alternait entre répliques agressives et silence tendu. À la sortie, il a attendu d'être sur le parking pour exploser. « Comment tu peux me contredire comme ça? C'est mon fils, pas le tien. Tu n'as pas à parler pour nous. Le harcèlement, ce n'est pas juste des bêtises d'ado, David. C'est grave, et ça veut dire qu'il y a des problèmes de fond à régler. » Il s'est approché de moi, le doigt pointé à 2 centimètres de mon visage. « Tu n'y connais rien à l'éducation d'un garçon. Occupe-toi de tes affaires et ne te mêle pas de ça. Avec ton éducation, tu lui fais croire qu'il est normal de s'en prendre aux autres, » ai-je répliqué, la voix assurée malgré la peur qui me glaçait. Comme tu lui as appris qu'il était normal de me rabaisser. Son visage s'est tordu de rage, et, l'espace d'un instant, j'ai vraiment cru qu'il allait lever la main sur moi. Au lieu de ça, il a craché à mes pieds, puis est parti en trombe vers sa voiture. Je suis restée, tremblante, dans le parking vide, consciente que les choses venaient de franchir un point de non-retour. Ce soir-là, David n'est pas rentré. Il m'a simplement envoyé un message disant qu'il passait la nuit chez un ami pour se calmer. Jared était chez ses grands-parents. Je me retrouvais donc seule à l'appartement, pour la première fois depuis des mois. Ce silence m'a à la fois soulagée et angoissée. J'en ai profité pour mettre à l'abri quelques documents importants et affaires personnelles, préparer un sac d'urgence au cas où je devrais partir en vitesse, que j'ai caché dans le coffre de ma voiture. J'ai aussi retiré un peu d'argent de mon compte et contacté quelques amis pour demander si je pourrais être hébergée si besoin. Aux alentours de minuit, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. On sait ce que tu as mis dans la nourriture de Jared. Des preuves ont été recueillies. Prépare-toi à en payer le prix. Un frisson m'a parcouru. Impossible de savoir qui pouvait être derrière ce message. David, Jared ou même Linda. Mais la menace était explicite. L'intimidation montait d'un cran. J'ai pris une capture d'écran pour mon dossier, puis j'ai tenté de dormir, la chaise coincée sous la poignée de la porte de ma chambre. Le lendemain matin, j'ai inventé un malaise pour ne pas aller travailler et je me suis rendue chez mon avocate, le SMS à l'appui. Jordan m'a conseillé de demander une ordonnance de protection rapide, au vu de l'escalade dans les menaces et l'hostilité. Elle était d'ailleurs très préoccupée par la mention de représailles. Ce n'est plus seulement une histoire de divorce, m'a-t-elle dit. Il faut d'abord garantir votre sécurité pendant la procédure. J'ai passé la journée à remplir des formulaires et à rédiger des attestations. En fin d'après-midi, j'obtenais enfin une ordonnance interdisant à David de me contacter ou de me menacer, sauf à travers nos avocats. Ce n'était pas parfait, mais au moins, c'était un début. Quand je suis revenue chez moi pour récupérer d'autres affaires, je suis tombée sur David qui m'attendait dans le salon. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Il brandissait son téléphone où s'affichait la notification de l'ordonnance. « Sérieusement? C'est vraiment ta façon de faire ?» Il parlait d'une voix glaciale, bien plus effrayante que ses cris. « Tu m'as envoyé un message de menace, » ai-je dit en restant près de la porte. « Et tu aides Jared à me harceler depuis des mois. Je n'ai pas d'autre choix que de me protéger. » Il a éclaté d'un rire sec. « Prouve que c'est moi. Prouve quoi que ce soit. Tout ce que tu fais, c'est prouver à tout le monde que tu perds la tête. » « Je m'en vais, » ai-je déclaré en essayant de ne pas laisser transparaître ma peur. « L'ordonnance dit que tu dois rester loin de moi. C'est chez moi ici. C'est toi qui dois partir. » Il s'est levé, barrant l'accès à la chambre. « Allez, vas-y, appelle la police. On verra bien qui ils croiront. Moi ou celle qui drogue la nourriture d'un gamin et pique des crises de parano. » J'ai compris, horrifié, qu'il avait le dessus. Aucune preuve de leur harcèlement, alors qu'eux avaient monté un dossier contre moi. Si j'appelais la police maintenant, tout pouvait se retourner contre moi. J'ai reculé doucement vers la porte. « Mon avocate contactera la tienne pour que je récupère le reste de mes affaires. » ai-je lancé avant de me précipiter vers ma voiture, les mains tremblantes au point d'avoir du mal à insérer la clé. J'ai filé chez Taylor, mon ami, qui avait accepté de m'héberger pour un temps. En lui expliquant ce qui se passait, j'ai vu son visage se décomposer d'inquiétude. Elle avait rencontré David et Jared plusieurs fois et m'avait toujours dit combien ils semblaient charmants. Cette fois,
elle découvrait leur vrai visage. Ils avaient tellement l'air normaux, a-t-elle soufflé en portant mon sac. David ne cessait de se vanter d'être un père exemplaire. Ils savent très bien jouer la comédie en public, ai-je répondu. C'est ça, le pire dans cette histoire. Personne ne sait vraiment ce qui se joue derrière les portes fermées. Ce soir-là, j'ai reçu une avalanche de messages de nos amis communs, tous inquiets pour moi. Certains allant même jusqu'à s'interroger sur ma santé mentale. L'un d'eux évoquait carrément mon prétendu comportement instable lors de la réunion à l'école. Il était clair que David faisait circuler sa propre version des faits, et il y mettait les moyens. Petit à petit, mon cercle de soutien se retournait contre moi. Le lendemain, j'ai découvert que ma boîte mail professionnelle débordait de messages d'un centre de bien-être spécialisé dans les situations de crise, confirmant un rendez-vous que quelqu'un avait pris en mon nom. Ma responsable m'a convoqué dans son bureau, visiblement gênée. « Nous avons reçu un appel inquiétant de votre mari », a-t-elle commencé, sur la réserve. Il a parlé de certaines difficultés récentes et suggéré que vous auriez peut-être besoin de prendre un congé pour vous remettre. J'ai pris une profonde inspiration en réalisant que la seule issue, c'était la franchise. Je lui ai tout expliqué, la violence à la maison, les manipulations, la procédure de divorce, les tentatives de David pour me discréditer sur le plan professionnel. À ma grande surprise, elle m'a écoutée sans jamais me juger et m'a rassurée quant à la sécurité de mon poste. Elle m'a même proposé de changer mes mots de passe professionnels et de restreindre l'accès à mes informations pour éviter d'autres intrusions. Cette petite victoire m'a redonné un peu d'espoir, même si je savais que la partie était loin d'être gagnée. Depuis des mois, David et Jared s'évertuaient à m'isoler et à miner ma réputation. Il allait falloir du temps et du courage pour reprendre le contrôle de ma vie. Quelques jours plus tard, nouveau coup dur. Je reçois un email de l'école de Jared annonçant un nouvel épisode de harcèlement, cette fois si grave que les parents de la victime envisagèrent de porter plainte. Le directeur demandait une réunion exceptionnelle avec toutes les personnes concernées. Mon avocate m'a déconseillé d'y aller puisque je n'habitais plus avec Jared, mais au fond de moi, je sentais que c'était crucial d'être présente. Si d'autres remettaient en question la capacité de David à gérer la situation, cela pouvait servir ma cause. J'ai donc choisi d'y aller, préparée à devoir me défendre à nouveau. La réunion était prévue le lundi après-midi. J'y suis arrivée en avance, attendant dans ma voiture sur le parking, scrutant l'arrivée de David. Quand il est enfin arrivé, j'ai tout de suite remarqué que Jared n'était pas avec lui, ce qui m'a paru étrange puisque l'affaire le concernait directement. Dans le bureau du principal, l'ambiance était tendue. Monsieur Thompson était assis derrière son bureau, le visage fermé. Madame Rodriguez était là aussi, ainsi qu'un couple que j'ai deviné être les parents de la victime. David s'est contenté de me faire un signe de tête, sans un mot. « Merci à tous d'être venus », a entamé Monsieur Thompson. « Nous vous avons réunis aujourd'hui parce que la situation a pris une tournure que nos procédures habituelles ne suffisent plus à gérer. Le père de l'élève harcelé, qui s'est présenté comme Richard, a pris la parole. Mon fils subit les brimades de Jared depuis des mois. Tout a commencé par des moqueries sur notre situation financière, après la perte de mon emploi, puis c'est allé crescendo. Intimidation physique, harcèlement sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, Jared a même publié des photos truquées insinuant que mon fils était SDF et fouillait les poubelles pour manger. J'ai observé David, m'attendant à le voir monter au créneau, mais il semblait mal à l'aise, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Il s'était passé quelque chose. Madame Rodriguez a fait glisser un dossier sur la table. Voici des captures d'écran des publications concernées. Nous avons également recueilli les témoignages de 8 autres élèves victimes de Jared. 8 autres. J'ai accusé le coup. Il ne s'agissait plus d'un incident isolé, mais d'une véritable campagne visant les plus fragiles, exactement comme ce que je vivais chez moi avec Jared, sous le regard complice de David. Ce qui est particulièrement préoccupant, a poursuivi Monsieur Thompson, c'est que, confronté à ces actes, Jared n'a montré aucun remords. Il a même affirmé que son comportement était normal parce que, selon lui, ses élèves sont des perdants qui doivent apprendre à se défendre. L'épouse de Richard, restée jusque-là silencieuse, a pris sur elle pour parler. « Notre fils est tellement angoissé qu'il ne dort plus. Il a peur d'aller à l'école. Aucun enfant ne devrait vivre ça. » David a fini par intervenir, mais sans l'assurance qu'on lui connaissait. « Je comprends vos inquiétudes. J'ai déjà discuté avec Jared de son attitude. »« Ah bon ?» ai-je lancé, incapable de garder le silence. « Parce qu'à la maison, tu n'as jamais cessé de lui répéter que ce comportement était normal. Tu disais que les autres devaient apprendre à encaisser. » Un lourd silence a envahi la pièce. David m'a lancé un regard noir, conscient que les autres percevaient un conflit bien plus profond. Monsieur Thompson a repris la parole. Compte tenu de la gravité des faits et du refus de Jared d'en assumer les conséquences, le conseil d'administration a décidé de prononcer son exclusion définitive. Cette décision est irrévocable. Le visage de David s'est empourpré sous l'effet de la colère. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il est en terminale. Nous en avons parfaitement le droit. Et nous l'avons fait », a répondu Monsieur Thompson d'un ton sans appel. « La sécurité de nos élèves passe avant tout. » Jared devra donc poursuivre sa scolarité ailleurs. Le reste de la réunion a porté sur les modalités de son départ. Tout au long de l'échange, j'ai vu David perdre pied. L'image soigneusement entretenue de la famille idéale volait littéralement en éclats, et il me tenait clairement pour responsable. À la sortie, il m'a accosté dans le couloir, la voix basse mais pleine de rage. « Tu as tout gâché. Tu es contente maintenant ? D'abord tu essaies d'empoisonner mon fils, ensuite tu fais tout pour qu'il soit viré. Ça s'arrête là. »
Je n'ai pas eu le temps de répondre. Richard s'est approché, ayant entendu ce que David venait de dire. « Excusez-moi, mais c'est votre fils qui a détruit la confiance et le bien-être du mien. Si quelqu'un était responsable de cette situation, c'est Jared, pas elle. » Puis, se tournant vers moi, il a ajouté « Merci d'avoir eu le courage de parler tout à l'heure. » Il est évident que ce genre de comportement a été toléré bien trop longtemps. David est parti furieux, me laissant avec Richard et sa femme. Ils m'ont alors demandé, devinant la tension, ce qui se passait de mon côté. J'ai résumé les derniers événements, et ils ont échangé un regard complice, visiblement solidaire. « Nous avons tout noté au cas où il faudrait aller en justice », m'a expliqué Richard. « Si tu as besoin de soutien pour ton divorce, on est prêt à témoigner de ce qu'on a vu sur leur attitude. » J'ai failli fondre en larmes devant ce soutien auquel je ne m'attendais pas du tout. Après m'être sentie seule et incomprise pendant si longtemps, voir quelqu'un reconnaître ce que j'avais vécu m'a bouleversée. Nous avons échangé nos coordonnées avant de nous quitter. Sur le chemin du retour vers chez Taylor, je repensais à tout ce qui avait changé en si peu de temps. Il n'y a pas si longtemps encore, il s'agissait juste d'ajouter discrètement des produits laitiers dans la nourriture de Jared par pure mesquinerie. Désormais, j'étais prise dans des démarches juridiques, épaulée par des alliés inattendus. La situation avait pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. Ce soir-là, j'ai reçu un message vocal de Linda, la mère de David. Sa voix n'était plus la même. Elle semblait moins sûre d'elle, presque hésitante. « Il faut qu'on parle. Il y a des choses qui sont remontées à la surface et... avec Robert, on est préoccupés. Rappelle-moi quand tu pourras, s'il te plaît. » J'ai fait écouter le message à Taylor, sans savoir si je devais prendre ce geste au sérieux ou y voir un nouveau piège. « Rappelle-la, mais fais attention à ce que tu dis », m'a conseillé Taylor. « Enregistre la conversation, si tu peux. » J'ai suivi son conseil et lancé l'enregistrement avant d'appeler Linda. Elle a décroché tout de suite. « Merci d'avoir rappelé », a-t-elle commencé, sa voix habituellement pleine d'énergie trahissant la fatigue. Robert et moi, on a beaucoup réfléchi depuis l'exclusion. On a aussi discuté avec Richard et Anne Clark, les parents qui étaient là à la réunion, et ils nous ont fait part d'inquiétudes similaires à ce que tu nous as déjà dit. Je n'ai rien dit, attendant la suite. On a trouvé quelque chose dans la chambre de Jared, chez nous, a-t-elle poursuivi avec hésitation. En rangeant, je suis tombée sur un carnet où il a écrit des choses très préoccupantes, sur du harcèlement, sur toi, sur des plans qu'il appelle « sa vengeance ». Robert pense qu'il faudrait que tu vois ça. Je me suis tout de suite méfiée. Après des mois à passer pour la coupable, ce retournement de situation me laissait perplexe. Pourquoi ce changement d'avis ? Ai-je demandé, méfiante. Linda a poussé un long soupir. Les Clark nous ont parlé de comportements qu'on avait déjà remarqués mais qu'on avait minimisés. Et ce qu'on a lu dans le carnet est franchement alarmant. Je commence à croire qu'on s'est trompé de camp. On s'est donné rendez-vous le lendemain dans un café. J'ai prévenu mon avocate, qui m'a conseillé de venir accompagnée d'un témoin. Taylor a tout de suite accepté. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil, mon esprit était en ébullition. Est-ce qu'il prenait enfin conscience de la situation ? Ou était-ce encore une mise en scène ? Qu'est-ce que Jared avait bien pu écrire pour ébranler à ce point ses grands-parents ? Et comment David allait-il réagir s'il apprenait que ses parents changèrent de position ? Le lendemain matin, j'ai rejoint Linda et Robert au café. Taylor à mes côtés. Ils avaient l'air lessivés, comme s'ils n'avaient pas dormi depuis des jours. Linda tenait une chemise cartonnée qu'elle a glissée vers moi dès qu'on s'est assis. Je l'ai ouverte, le cœur battant, et j'ai senti l'angoisse me serrer l'estomac. À l'intérieur, des pages arrachées du carnet de Jared, des photos de sa chambre chez ses grands-parents. Les textes donnaient un froid dans le dos, des plans détaillés pour faire payer la garce, avec l'intention d'ajouter bien plus que de la lavande dans mes affaires. Il y parlait de recherches sur des produits ménagers indétectables pouvant provoquer des réactions cutanées, voire pire. On a trouvé ça caché sous son matelas en changeant les draps, a expliqué Robert, la voix tremblante. Au début, on a cru qu'il se défoulait, mais après on est tombé là-dessus. Il a pointé une page, un calendrier précis, des idées concrètes. Il y avait la liste de mes allergies, mon emploi du temps, même des dessins de moi couvertes de plaques. La page la plus inquiétante portait la date de la veille. Annoté « Surprise spéciale dans son café ». « Il est vraiment passé à l'acte » a demandé Taylor, horrifiée. Linda a hoché la tête. On a trouvé des contenants vides dans sa poubelle. Et puis il y a ça. Elle a sorti son téléphone et nous a montré des photos de mes produits de toilette. Mes vrais flacons, cachés dans une boîte dans le placard de Jared. Il volait mes affaires, les trafiquait, puis les remettait dans la salle de bain. « Pourquoi me montrer tout ça maintenant ?» ai-je demandé, essayant de garder mon sang-froid. Robert a baissé les yeux, honteux. On a toujours cru que David était le plus raisonnable. Quand il nous a dit que tu étais instable, qu'on ne devait pas te croire sur Jared, on l'a écouté. Parce que, c'est notre fils. Linda a ajouté, mais après la réunion à l'école et les discussions avec les autres parents, on a commencé à voir les choses autrement. La manière dont Jared parle des autres, la façon dont David minimise tout ce qui est grave, puis ce carnet, elle a désigné les pages. On ne pouvait plus fermer les yeux. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de peur. Oui, enfin, on me croyait. Mais ce que je découvrais était bien pire que ce que j'avais imaginé. On n'était plus dans le simple harcèlement ou la vengeance mesquine. C'était potentiellement dangereux. « Vous en avez parlé à David ?» ai-je demandé. Ils ont échangé un regard embarrassé. « On a essayé », a avoué Robert. « Il pense que Jared exprime juste sa colère et qu'on exagère. Il nous accuse de prendre ton parti contre la famille. » C'était exactement le genre de réaction dont j'avais peur. Pour David, toute critique était une trahison, la loyauté de famille passait avant tout. « On est vraiment inquiet », a murmuré Linda.
Pas seulement pour toi, mais aussi pour Jared. Ce niveau de colère et de préméditation, c'est pas normal. Il a besoin d'aide, pas d'être encouragé. Je les ai remerciés d'avoir pris l'initiative de venir me voir et j'ai demandé à garder les copies du carnet. Ils ont accepté et se sont même proposés pour témoigner auprès de mon avocate si besoin. Quand on s'est quitté, Linda m'a prise maladroitement dans ses bras. C'était la première fois qu'elle me montrait un geste aussi sincère. Taylor et moi sommes partis directement chez mon avocate avec toutes ses preuves. Jordan a tout regardé avec attention, son visage se refermant peu à peu sous l'inquiétude. Là, ça change tout, a-t-elle fini par dire. Ce ne sont pas de simples griffonnages d'ados en colère. Il y a une vraie volonté de nuire ici. Elle a levé les yeux vers moi. Il faut qu'on demande tout de suite une ordonnance de protection en urgence contre Jared et David. J'ai passé les 3 heures qui ont suivi à faire des dépositions et à remplir des formulaires. Un vrai marathon administratif. En fin d'après-midi, le juge a finalement accordé des mesures de protection provisoire. David et Jared devaient désormais rester à au moins 150 mètres de moi, de mon bureau et de mon logement temporaire. À peine l'ordonnance signifiée, mon téléphone s'est mis à vibrer sans relâche. David m'envoyait message sur message. Sans les lire, je les ai tous transférés à Jordan, histoire de prouver qu'il violait déjà les consignes. Elle m'a conseillé de disparaître quelques jours chez des amis dont David ignorait l'existence, juste par précaution. C'est comme ça que j'ai atterri chez James, un collègue que je connaissais à peine, mais qui, m'ayant entendu au téléphone avec mon avocate, m'a spontanément proposé sa chambre d'amis, persuadée que David n'aurait jamais l'idée d'y venir. J'ai accepté, soulagée et un peu hébétée, avec l'impression de me retrouver dans un mauvais film d'espionnage, à me cacher de mon propre mari. Au réveil, le lendemain, des dizaines d'appels manqués et encore plus de messages de David m'attendirent sur mon portable. Je n'en ai ouvert aucun, mais j'ai envoyé toutes les captures d'écran à Jordan. 3 appels manqués de Robert aussi. Quand je l'ai rappelé, il était bouleversé. David est venu hier soir dès qu'il a reçu l'ordonnance, m'a-t-il raconté. Il était complètement hors de lui, nous accusant de l'avoir trahi. Il est reparti avec Jared et toutes leurs affaires, en lançant que si on continuait à t'aider, on ne les reverrait plus jamais. Mon cœur s'est serré. Tu as appelé la police? Oui, mais comme David a la garde légale de Jared, ils n'ont rien pu faire pour les retenir. Ils ont quand même noté son comportement menaçant. Je l'ai remercié et raccroché, puis j'ai immédiatement appelé Jordan pour la tenir au courant. Elle craignait que David ne tente de disparaître avec Jared pour échapper aux conséquences. Elle m'a conseillé de retourner à mon appartement accompagnée de la police pour prendre plus d'affaires, au cas où la séparation durerait bien plus longtemps que prévu. 2 policiers m'ont donc escorté dans l'après-midi. L'appartement était vide, heureusement, mais le spectacle qui m'attendait m'a glacée. Une bonne partie de mes affaires était saccagée. Mes vêtements avaient été découpés, mes photos déchirées, et quelqu'un avait versé ce qui ressemblait fort à de la javel sur mon bureau, détruisant mon ordinateur et la plupart de mes documents personnels. Les policiers ont tout photographié, tandis que je tentais de sauver ce qui pouvait l'être. En repartant, notre voisine, Madame Johnson, est venue me trouver discrètement. « Je voulais justement vous parler », a-t-elle murmuré. J'ai entendu beaucoup de choses inquiétantes à travers les murs, et hier soir, ça a été un vrai vacarme. Cet homme et son fils lancèrent des objets et criaient qu'ils allaient vous faire disparaître si vous alliez plus loin. Je lui ai demandé si elle accepterait de témoigner, ce qu'elle a accepté sans hésiter. Elle tenait même un carnet détaillé de tous les incidents, avec les dates et les heures. Encore un soutien inattendu, alors que je pensais devoir affronter tout ça seule. Les jours suivants, les preuves se sont accumulées. 3 anciens amis de Jared, dont Thomas, sont venus me voir avec des messages dans lesquels Jared parlait ouvertement de me donner une leçon parce que je manquais de respect à lui et à son père. Il évoquait même l'idée de mettre des produits chimiques dans ma nourriture et mes affaires de toilette pour me rendre sérieusement malade, mais en faisant croire que je devenais folle. Devant tout cela, Jordan a sollicité une audience en urgence. Le juge a fixé la date au lundi suivant. David devait comparaître avec Jared, et la question de rendre les ordonnances permanentes serait tranchée. Le week-end avant l'audience a été interminable. J'ai passé ces jours à l'hôtel, sous un faux nom, sur le qui-vive au moindre bruit, à vérifier les serrures sans arrêt. Jordan m'avait prévenu d'être extrêmement prudente. David n'avait plus donné signe de vie ni au travail, ni à l'appartement depuis plusieurs jours. Le lundi matin est enfin arrivé, avec ce mélange d'angoisse et de soulagement. J'allais enfin savoir comment tout cela finirait. Avec Jordan et Taylor à mes côtés, venus me soutenir, je me suis présentée au tribunal. Robert et Linda étaient déjà là, inquiets mais déterminés. Quand David et Jared sont finalement arrivés avec leur avocat, une bouffée de nausée m'a envahi. David affichait un calme impeccable, presque étonnant, et Jared, visiblement bien briefé, jouait à fond la carte de l'innocence et de la victime. Tous deux en costume sombre, ils avaient un l'air irréprochable. L'audience a commencé. Jordan a présenté notre dossier, le carnet de Madame Johnson, les témoignages, le schéma d'abus documenté. L'avocat de David a tenté de me faire passer pour une femme instable, revancharde, qui aurait même trafiqué la nourriture de Jared. Il a sorti des dossiers médicaux, attestant des crises d'intolérance au lactose de Jared. Je n'imaginais pas qu'ils iraient aussi loin, et j'ai eu un moment de doute et d'angoisse. Heureusement, Jordan avait anticipé l'attaque. Quand ce fut son tour, elle n'a pas nié les faits, mais les a expliqués. Oui, ma cliente reconnaît avoir maladroitement ajouté des produits laitiers dans l'alimentation de Jared, a-t-elle déclaré posément. Mais cela est arrivé après des mois d'abus, dont des épisodes où Jared l'exposait délibérément à un allergène grave, l'obligeant à aller à l'hôpital. Ce geste,
regrettable, était une réaction à un harcèlement constant. La différence fondamentale, c'est que l'acte de ma cliente, certes inapproprié, n'a provoqué qu'un malaise passager, alors que les faits de la partie adverse montrent une montée de violence qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. La juge, une femme d'une 60aine d'années au regard sévère, a posé de nombreuses questions précises à chacun. Quand David a témoigné, il a joué les pères inquiets, affirmant s'être alarmé pour ma santé mentale et expliquant que j'aurais voulu m'en prendre à son fils par jalousie. J'ai failli vomir devant tant de cynisme. Sa capacité à mentir avec une telle assurance était glaçante. L'espace d'un instant, j'ai douté de moi, me demandant si je n'avais pas tout imaginé. Mais Jordan a alors sorti les échanges entre David et Jared, où il parlait clairement de me faire payer et de me remettre à ma place. David a eu du mal à cacher son malaise, tentant de minimiser ses propos en les présentant comme de simples défouloirs. Puis, lorsque Jared a pris la parole pour témoigner, un événement inattendu s'est produit. Son discours, pourtant bien rodé, s'est littéralement écroulé face aux questions franches de la juge. Quand il a fallu s'expliquer sur les passages du journal et sur ses manigances avec les produits chimiques dans mes affaires, Jared s'est braqué, s'est emmêlé, puis a lâché, excédé. Elle l'a bien cherché après tout ce qu'elle m'a fait. Il a continué, la voix cassée. Elle voulait me voler mon père, me rendre malade avec ses histoires de lait et de diététique. Papa disait qu'il fallait bien lui montrer qui était le chef au fond. La salle d'audience est restée totalement silencieuse. L'avocat de David a tenté d'obtenir une suspension, mais la juge a refusé tout net et a continué de questionner Jared, de plus en plus fébrile, jusqu'à ce qu'il reconnaisse à plusieurs reprises avoir saboté mes affaires, toujours avec l'aval et l'encouragement de David. À la clôture de l'audience, la juge a prononcé des mesures de protection définitives contre David et Jared. Elle a aussi exigé une expertise psychiatrique complète pour Jared et a transmis le dossier au parquet en vue de potentielles poursuites pénales contre David pour incitation à la délinquance de mineurs et manquement à ses obligations parentales. Lorsque j'ai quitté la salle, c'est un sentiment d'engourdissement, plus que de soulagement, qui a pris le dessus. Sur le papier, le système avait joué son rôle, mais le coût personnel était immense. Mon mariage était brisé, mes affaires abîmées ou disparues, mon sentiment de sécurité pulvérisé et la confiance en autrui sérieusement entamée. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ai-je demandé à Jordan pendant que nous regagnions sa voiture. Maintenant, on lance la procédure de divorce en s'appuyant sur ce jugement, m'a-t-elle résumé. David risquait d'avoir d'autres soucis judiciaires, selon ce que déciderait le procureur. Pour Jared, c'était l'expertise psychiatrique qui fixerait la suite. Les mois suivants se sont enchaînés, tout à la fois très vite et terriblement lentement. La procédure de divorce progressait et les éléments de l'audience rendaient toute contestation impossible pour David. L'enquête financière a révélé qu'il avait caché des avoirs pendant des années, ce qui m'a permis d'obtenir un accord bien plus avantageux que prévu. L'évaluation de Jared a fait ressortir des traits de personnalité inquiétants, directement liés, selon la psychologue, à l'éducation reçue par son père. Il a été orienté vers une thérapie intensive. Ses grands-parents ont obtenu la tutelle temporaire le temps que David réponde de ses actes devant la justice. David, quant à lui, a fini par accepter de plaider coupable sur des chefs d'accusation réduits pour éviter la prison, avec sursis et obligation de suivi psychologique. Sa réputation professionnelle a pris un coup sévère dès que l'affaire est devenue publique. À la dernière nouvelle, il avait déménagé dans un autre état pour tout recommencer. 6 mois après cette audience décisive, je prenais un nouvel appartement, dans une autre ville, avec un nouveau travail, et je tentais de me reconstruire, pas à pas. Le divorce était officiellement prononcé, les mesures de protection restaient en vigueur, et j'apprenais peu à peu à me fier de nouveau à mon propre jugement, après des mois de manipulation. Contre toute attente, Linda et Robert sont restés en contact et me donnaient parfois des nouvelles de Jared et de ses progrès en thérapie. D'après eux, il commençait à comprendre l'emprise de son père et s'efforçait de changer. J'appréciais leurs messages, mais je gardais mes distances, refusant de m'investir dans la remise sur pied de Jared. Un jour, j'ai reçu une lettre transmise par mon avocate. C'était Jared, dans le cadre de sa thérapie, qui présentait ses excuses à ceux qui l'avaient blessé. Sa lettre était maladroite, parfois encore sur la défensive, mais il y reconnaissait certains faits et leurs conséquences. Je l'ai lu une fois puis rangé, sans donner suite. Peut-être qu'un jour je serai prête à saluer ses efforts, mais pour l'instant, je devais me concentrer sur ma propre reconstruction. Ma thérapeute m'a aidé à réaliser que le pardon n'était pas une condition à ma guérison, et que garder mes distances était parfaitement légitime. Toute cette histoire de vengeance à base de lait me semblait appartenir à une autre vie, le geste désespéré d'une femme acculée. Je n'en étais pas fière, mais je le voyais surtout comme le symptôme d'une situation toxique, pas comme le reflet de qui je suis vraiment. Il y a 3 mois, j'ai croisé Richard et Anne Clark lors d'une soirée caritative pour lutter contre le harcèlement scolaire. Leur fils allait bien mieux dans sa nouvelle école, et ils avaient utilisé une partie de l'indemnité du procès contre David pour lancer un groupe de soutien aux familles concernées. Vous savez, d'une certaine façon, on est soulagé que tout ait éclaté à ce moment-là, m'a confié Richard. Si ça avait continué, on n'ose pas imaginer combien d'enfants auraient encore pu en souffrir, ou jusqu'où ça aurait pu dégénérer.
Je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire. Malgré le traumatisme, faire éclater la vérité s'était révélé nécessaire, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes touchées par les actes de David et Jared. La semaine dernière, j'ai dîné avec Taylor et quelques nouveaux amis. Quand la question de ma séparation avec mon ex est venue sur la table, j'ai donné la version courte, celle que je réserve à ceux qui n'ont pas besoin de connaître les détails. Taylor m'a discrètement serré la main sous la table, et on est vite passé à autre chose. En rentrant ce soir-là, je me suis rendu compte que, pour la première fois, je ne regardais pas derrière moi, que je n'avais pas scruté mon repas, ni sursauté au moindre mouvement brusque. De petites victoires, peut-être, mais elles comptent. Mon appartement est très sécurisé, mais je n'ai plus besoin de bloquer la porte de ma chambre avec une chaise la nuit. Les cauchemars où je découvrais des substances suspectes dans ma nourriture ou me réveillais couverte de plaques rouges se font plus rares. Ma thérapeute me rappelle souvent que la guérison n'est pas un long fleuve tranquille, et certains jours restent difficiles. Je ne suis plus la même qu'il y a plus d'1 an, quand je rêvais encore d'être la belle-mère idéale. Cet optimisme naïf s'est envolé, remplacé par une vigilance qui, je crois, ne me quittera plus jamais tout à fait. Mais aujourd'hui, je me sens plus forte et plus lucide sur les personnes à qui j'accorde ma confiance. Je ne transige plus du tout sur le respect de mes limites. Il m'arrive de me demander ce qui se serait passé si, après l'histoire de la lavande, j'avais tout simplement demandé le divorce au lieu de me lancer dans cette vengeance au lait. Est-ce que tout aurait dérapé de la même manière? Est-ce que David et Jared auraient montré leur vrai visage aussi ouvertement? Les autres auraient-ils perçu ce qu'ils cachaient, sans toutes les confrontations qui ont suivi? Impossible de le savoir. Tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est avancer, continuer à me reconstruire, et me rappeler qu'au plus sombre de la tempête, quand tout le monde semblait croire leurs mensonges à mon sujet, j'étais la seule à connaître la vérité. Parfois, il n'y a que ça qui permet de tenir, jusqu'à ce que la lumière revienne.